Cher monsieur, une décision s'imposait, bien plus vite que je pouvais le supposer, en vous écrivant la dernière fois. Je quitte Berlin pour Paris demain soir. À Paris, j'habiterai Hôtel Istria, rue Campagne Première. Si vous voudrez me donner un coup de téléphone dimanche vers midi, je serai très content. Agent Sels, Berlin, 16 mars 1933. Vivre parmi les émigrés est insupportable. Vivre seul ne l'est pas moins. Vivre parmi les Français, impossible. Il ne reste donc plus que le travail. Mais rien ne le met davantage en péril que de le reconnaître si clairement comme la seule ressource interne. D'externe, il n'y en a plus. Je me suis laissé donner par Le Monde un article sur Haussmann, le préfet de la Seine. À Gershom-Scholem, Paris, 30 décembre 1933. La Bibliothèque nationale comporte, en effet, une des salles de bibliothèque les plus curieuses de la Terre, et on y travaille comme dans un décor d'opéra. Il faut seulement regretter qu'elle ferme à 6 heures, une organisation qui date encore de l'époque où les théâtres commençaient à 6 heures. La vie est revenue dans les passages, et c'est vous qui, de votre souffle, avez attisé la faible étincelle, laquelle ne pouvait être plus vive que je le suis moi-même. À Théodore Adorno, Paris, le 9 mars 1934. Je ne pouvais me permettre de rester plus longtemps à l'hôtel. Mes affaires sont en partie encore là-bas et doivent être perdues. J'ai trouvé un asile très temporaire chez ma sœur. Ce n'est donc point quelque chose qui eût pu être anticipé. D'ailleurs, je devrais bientôt partir d'ici parce que la chambre dans laquelle je suis hébergé est déjà louée. À Gershom-Scholem, Paris, 8 avril 1934. Y eut-il dans ce ciel français une étoile consolatrice? L'on peut sûrement compter avec des circonstances excentriques. Elle s'éclipsera. Tout était enfin prêt pour ma conférence. Si je ne pouvais en attendre de bénéfices immédiats, elle m'aurait toujours ouvert quelques perspectives, sans parler de l'importance que rêvaient aujourd'hui, les opportunités étant si réduites, toute manifestation objective de mon travail. À Gretelkar Plus, Paris, le 7 avril 1934. Je déploie de nouveau une activité qui m'étonne moi-même. Mais la solitude presque totale qui m'a prise entrave tout effort. Même tenue, même usée, jusqu'à la corde, de nouer un contact avec les humains. À Gretelkar Plus, Paris, le 6 mai 1934. Aller me coucher tous les soirs avant 9 heures, prendre chaque jour les quelques mêmes chemins que tu as sûrement déjà pris auparavant, ne rencontrer personne, remâcher chaque jour les mêmes réflexions insipides sur l'avenir, ce sont des conditions de vie qui, finalement, ne peuvent que provoquer une grave crise, même sur une très robuste constitution intérieure comme l'est, à mon sens, la mienne. À Gretelkar Plus, San Remo, le 10 février 1935.
J'espère que vous avez à Francfort un peu de printemps. C'est sans doute plus facile qu'ici, où les 40 ou 50 dernières fortunes géantes de la planète se croisent mutuellement avec yachts et Rolls-Royce, toutes enveloppées dans des nuées lourdes de pluie, unique chose que je partage avec elles. À Théodore Adorno, Monaco, début avril 1935. Les travaux que je fais ici ont cette valeur de curiosité que peuvent revêtir les instantanés de posture pittoresque d'un combattant. Vous avez peut-être vu l'un d'entre eux par l'intermédiaire de Félicitas. Un autre est en gestation. Aucun des deux ne mérite qu'on en parle. À Théodore Adorno, Monaco, début avril 1935. Dans ce travail, je vois la véritable, sinon unique raison de ne pas perdre courage dans la lutte pour l'existence. L'écrire, cela m'est absolument clair aujourd'hui et sans préjudice de l'énorme masse des travaux préliminaires qu'il assoit, je ne puis le faire qu'à Paris, du premier au dernier mot. Naturellement, d'abord en allemand. À Paris, ma dépense minimale est de 1 000 francs par mois. À Théodore Adorno, Paris, le 31 mai 1935. Il s'agit cette fois d'indiquer où, dans le présent, se situe le lieu exact auquel ma construction historique se rapportera comme à son point de fuite. Si le sujet du livre est le destin de l'art au XIXe siècle, ce destin n'a quelque chose à nous dire que parce qu'il est gardé dans le tic-tac d'une horloge dont l'heure n'a sonné pour la première fois qu'à nos oreilles. Je veux dire par là que c'est pour nous qu'a sonné l'heure fatale de l'art. Et j'en ai fixé la marque dans une série de réflexions provisoires qui s'intitule « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique ». À Max Horkheimer, Paris, le 16 octobre 1935. Inutile de vous dire, après les derniers mots échangés entre nous à l'hôtel Lutetia, lors de votre brève apparition, ce que signifie pour moi de pouvoir enfin travailler sans les soucis les plus brutaux de l'existence. À Théodore Adorno, Paris, le 7 février 1936. Depuis 2 semaines, je suis au Danemark et j'y habite très près de Brecht. D'un coin de son jardin, j'ai fait mon bureau et nous consacrons nos heures de loisirs à la conversation et aux parties d'échecs. C'est une vie si bienfaisante et si agréable que l'on se demande tous les jours combien de temps cette Europe nous en offrira encore de pareil. À Brière, Swedenborg, mi-août 1936. Je n'ai pas récupéré mon ancien logis et depuis 2 mois, je me suis tiré d'affaire grâce à un pied-à-terre lamentable mis gratuitement à ma disposition. Il est à même le sol, le long d'une des principales sorties de Paris et de tôt le matin à tard le soir, le vacarme d'innombrables camions l'assaillent de partout. Ma capacité de travail a beaucoup souffert de ces conditions. Je ne suis pas encore sorti de la bibliographie du Charles Baudelaire, en préparation. À Gershom-Scholem, Boulogne-sur-Seine, le 20 novembre 1937. Une vague brutale de froid s'est abattue sur l'Italie.
il nous faut souvent rester à la maison. Espérons que ce séjour contribue cependant au repos de Teddy et de sa femme. Devoir traverser l'océan, leur peur commune, le trouble un peu. Pour ce qui nous importe à tous deux, ces journées sont assurément fécondes. À Max Horkheimer, San Remo, le 6 janvier 1938. Bref, si grand que j'ouvre mon champ de vision, je trouve l'horizon aussi trouble que les existences que j'ai sous les yeux. En tout cela, il me faut encore m'estimer moi-même heureux de ce que mon fils, qui était à Vienne jusque dernièrement, soit entre-temps chez sa mère en Italie. Quant au sort des Juifs autrichiens, dont même ceux des milieux aisés n'ont pas les moyens de s'enfuir, contrairement à ce qui se passa en Allemagne, de simplement penser à eux est insupportable. À Karl Thieme, Paris, le 27 mars 1938. Hier, j'ai préparé le transport à Paris des quelques centaines de livres qui se trouvent ici. Mais à présent, j'ai de plus en plus le sentiment que cette destination devra n'être pour eux et pour moi qu'un lieu de transit. Je ne sais pas combien de temps l'Europe restera matérialitaire respirable, mais spiritualitaire, après les événements de ces dernières semaines, ce n'est déjà plus le cas. Je ne fais pas ce constat de gaieté de cœur, mais il n'est sans doute plus possible de le contourner. À Theodor Adorno, Swedenborg, le 4 octobre 1938. Je crains que le rapprochement de l'Allemagne et de la France, qui est au premier plan des efforts actuels, n'éloigne les uns des autres, directement ou indirectement, les quelques Français et Allemands qui sont proches. On attend à la fin de la semaine un statut des étrangers. Entre-temps, je m'occupe de ma naturalisation avec soin, mais sans illusion. Si les chances de succès étaient douteuses, c'est désormais l'utilité même de ce succès qui est devenue problématique. La chute de l'ordre juridique en Europe rend trompeuse toute forme de légalisation. À Gretel Adorno, Paris, le 1er novembre 1938. Pour accorder quelques repos, moins à ma propre personne qu'à mes finances, j'ai décroché une petite invitation ici. L'on y trouve une bibliothèque riche de 15 000 volumes que le maître des séances, appartenant à l'élite française au sens classique du terme, met à disposition de ses hôtes. J'en use studieusement et n'ai, par temps couvert, rien d'autre en tête. À Bernhard von Brentano, Pontigny, le 16 mai 1939. Comme tout réfugié politique, j'ai signé une déclaration par laquelle je me soumets à l'autorité militaire. On est mobilisable jusqu'à l'âge de 48 ans. J'en ai 47. De ce fait, et du fait de 1000 autres circonstances qui peuvent survenir, je ne puis savoir combien de temps mon séjour ici va se prolonger. J'essaierai de vous mettre aussi vite que possible au courant des changements qui se pourront produire pour moi. À Max Horkheimer, Choconin-les-Maux, le 4 septembre 1939. Lorsque je me suis rendu au stade de Colombes,
Je n'avais pas idée d'entrer dans une situation en marge de tout état bien défini. Je m'y suis fait autant que possible. Mais à la voir se prolonger, les heures noires ne manquent pas. L'envoi que vous m'annoncez de la part d'Adrienne me fera le plus grand plaisir. Si je vous avoue qu'une tablette de chocolat ou quelques cigarettes me ferait plaisir, c'est surtout pour me ménager un signe d'amitié de votre part. À Sylvia Beach, Vernuche, le 26 octobre 1939. Nous ne sommes, jusqu'à présent, aucunement fixés sur notre sort. Il va sans dire que l'attente comporte des heures sombres. La vie en une communauté aussi grande et aussi diversement composée n'est pas toujours facile. En revanche, il faut reconnaître qu'il règne dans le camp un esprit de camaraderie bienfaisante et que les autorités font preuve de vraie loyauté. À Gretel Adorno, Vernuche, après le 25 septembre 1939. Il y avait alerte, juste la première nuit après que je fus rentré chez moi. Depuis, il n'y en a pas eu. N'empêche que le train de vie a profondément changé. Dès 4 heures de l'après-midi, la ville est plongée dans l'obscurité. Les gens ne sortent pas le soir et la solitude vous guette. Le travail serait donc pour moi, actuellement, l'abri véritable. Et je compte le reprendre un de ces jours, malgré tout. À Gretel Adorno, Paris, le 14 décembre 1939. On se demande si l'histoire n'est pas en train de forger une synthèse ingénieuse de deux conceptions nietzschéennes, à savoir du bon européen et du dernier homme. Cela pourrait donner le dernier européen. Nous tous, nous luttons pour ne pas le devenir. À Stefan Lackner, Paris, le 5 mai 1940. La totale incertitude de ce que peut apporter le prochain jour, la prochaine heure, domine mon existence depuis de nombreuses semaines. Je suis condamné à lire chaque journal, ils ne paraissent plus que sur une feuille, comme une notification à moi personnellement remise et à entendre en toute émission de radio la voix d'un messager de malheur. À Théodore Adorno, Lourdes, le 20 août 1940. Il y a presque un mois que j'ai obtenu le visa d'Amérique. Tu vois que jusqu'à présent, cela ne m'a pas encore servi à grand-chose. Il est superflu de te faire l'inventaire de mes projets ratés ou nouvellement formés. Je pense beaucoup à toi et j'espère de tout cœur qu'une solution provisoire ne tarde pas à intervenir pour toi. Quant aux solutions définitives, il paraît que nous en devons faire notre deuil. À Alfred Kohn, Marseille, le 17 septembre 1940. Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans ce petit village dans les Pyrénées où personne ne me connaît que ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes les lettres que j'eusse voulu écrire.
Lettre d'adieu de Walter Benjamin, Portbou, le 25 septembre 1940, reconstruite et retranscrite de mémoire par Henny Gurland. Merci beaucoup.